Bonjour Maria, comment as-tu découvert que tu étais toi aussi atypique? Déjà, quand j'avais 6-7 ans, j'avais demandé à ma mère des livres sur le fonctionnement humain et mes copines, elles, elles jouaient plutôt à l'extérieur. Donc, j'ai compris à ce moment-là que j'avais des intérêts un peu différents, mais c'était pas encore flagrant que j'étais, disons, atypique. Par contre, en deuxième année, j'avais une professeure qui me trouvait très dérangeante. Elle disait que je dérangeais mes camarades, puis en fait, ce que j'avais de besoin, c'était d'être stimulée. Heureusement, la professeure de troisième année avait bien compris ça, puis elle me donnait des exercices supplémentaires pour que justement je puisse combler ce besoin-là. J'avais des cours enrichis, rendus au secondaire, des choses comme ça. Alors même là, je sentais pas que j'étais si différente, mais je le comprenais quand même un peu au fond de moi-même. Quand j'ai eu 9-10 ans, j'ai créé, si on veut, une première entreprise. Parce que ma mère, elle était pas très aisée financièrement aussi. Donc, par débrouillardise, par créativité, j'ai créé cette entreprise dans laquelle j'ai créé des bracelets avec des billes que j'achetais et je faisais le porte-à-porte comme ça pour générer de l'argent. Donc, encore là, pour moi, c'était juste un élan, si on veut, de faire quelque chose et c'était pas tellement atypique. Donc, en 2019, ça faisait 2 ans déjà que j'étais coach et ça se passait très bien. Comme j'ai fait une carrière en communication marketing spécialisée dans le numérique, à ce moment-là, j'ai monté une belle stratégie pour avoir des clients. Donc, j'étais positionnée sur le coaching carrière et j'avais des super clients et en même temps, je me posais des questions sur la suite de mon entreprise. J'étais très bien, mais il me manquait quelque chose que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Donc, je parlais de ça avec une copine qui, elle, finalement, m'a dit, tu devrais parler avec Jean-Charles Delafaye, qui est un homme extraordinaire, qui est conférencier, auteur, qui amène du sens dans ce qu'on fait dans notre travail. Et donc, en travaillant avec lui, ça m'a permis de mettre des mots parce que, heureusement, en faisant le travail avec lui, il m'a amené à revisiter, si on veut, mon parcours de vie, autant personnel que professionnel, pour trouver justement le fil conducteur, puisqu'il allait m'aider à clarifier la direction de ma carrière pour les années à suivre. Et en lui partageant mon parcours, il m'a rapidement dit « Marie-Ève, est-ce que tu connais ça, toi, le haut potentiel? » Puis je lui ai dit « Non, en fait, ce terme-là n'est pas nécessairement familier. » Il m'a dit « En fait, je t'invite à aller sur Internet après notre rencontre, puis tu iras voir par toi-même. » Donc, c'est évidemment ce que j'ai fait. Et quand j'ai regardé sur le web les caractéristiques de ce que ça voulait dire, j'ai compris en fait qu'au Québec, on parlait pas nécessairement de haut potentiel, mais plutôt de douance. Donc, on utilise aujourd'hui toutes sortes de termes pour dire zèbre, multipotentiel, HPI, termes très à la mode. Puis en fait, au-delà de l'étiquette, parce que moi, j'ai pas été identifiée avec des tests aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui m'appelle. Peut-être dans le futur, qui sait. Ce que ça m'a aidé, c'est vraiment de comprendre mon fonctionnement, puis comment le transformer en force, parce que dans le milieu du travail, c'était aussi un défi, de pas nécessairement comprendre ce fonctionnement unique. Tu as fait un burn-out en 2014. Quel a été le vrai déclencheur et surtout le cadeau que tu en as tiré? En fait, j'ai toujours été très ambitieuse et pour ne pas dire très axée sur la performance, puisque j'ai souvent eu des beaux résultats. J'aimais ce que je faisais, j'étais très passionnée. Comme j'étais valorisée par ces résultats, j'en faisais toujours plus. Et comme je travaillais dans des agences de communication marketing, des environnements qui étaient très exigeants, très compétitifs et très complexes, ce que j'aimais beaucoup, ça faisait en sorte que mon besoin d'appartenance et de performance est devenu en quelque part malsain quand je suis arrivée dans une culture toxique. C'était un peu plus difficile pour moi de mettre mes limites. Le cadeau de ça, c'est que j'ai pu connecter à moi, à mes valeurs, à ce que j'avais envie de faire de cette performance. Donc, je la dirige vers quoi? C'est quoi le sens que je veux y donner? Et comprendre que j'étais énormément aussi dans ma tête. Je suranalysais beaucoup de choses. Donc, c'est une grande force, cette puissance cérébrale, mais en même temps, c'est important qu'elle soit canalisée. Puis, je me suis souvenue, après mes études, de l'endroit où j'avais postulé pour faire mon stage. C'était une agence dans laquelle on avait presque juste des campagnes sociétales pour aider les gens à arrêter de fumer. C'était des OBNL, des fondations, des choses comme ça. Puis, j'avais complètement oublié ça avec les années. Puis, cette expérience-là, c'était un cadeau très mal emballé pour me rappeler qu'au final, j'avais besoin de donner un sens à ce que je faisais, que la performance, elle allait venir si je faisais ça. Pourquoi as-tu quitté une belle carrière en gestion pour devenir coach? Assez rapidement dans ma carrière, comme j'étais assez performante, on m'a confié la direction d'un département, la direction d'équipes multidisciplinaires. Ça faisait du sens puisque j'étais ambitieuse d'aller dans cette direction-là. Et en même temps, je constatais assez rapidement que mon leadership n'était pas toujours efficace.
On me disait que j'étais très directe, très ambitieuse. On utilisait en fait tout le temps les mots trop, hein, trop sensible, trop rapide. Ben c'est sûr que ça me faisait pas sentir tellement à ma place déjà. Puis c'est comme si parfois il me manquait des codes, comme si j'avançais puis j'essayais vraiment avec une super intention de partager ma vision. Mais c'est vrai qu'au fond de moi, des fois je me disais mais qu'est-ce qui fait en sorte que les gens posent des questions, ils comprennent pas nécessairement. Puis au final, j'ai fini par comprendre que ben c'était moi qui se comprenais pas. J'avais un fonctionnement qui était singulier, qui était un peu différent, puis j'avais au fond l'impression que tout le monde fonctionnait comme ça. Alors je me disais mais oui, mais c'est le gros bon sens en fait. Mais non, c'est pas le gros bon sens, c'est que toi tu penses comme ça, puis les autres pensent d'une autre façon. Alors qu'on soit atypique ou pas, ça reste important de juste garder en tête puis d'être dans l'ouverture. Mais à ce moment-là, j'avais pas nécessairement compris ça. Ce qui m'a amené, entre autres, à avoir une formation sur la communication. Donc, je sentais bien qu'il y avait de la résistance quand je communiquais avec mes équipes. Et c'est là aussi que j'ai vraiment compris, en fait, comment mieux communiquer, comment influencer, mais surtout à me reconnecter à moi, aux limites que je voulais mettre. Parce que souvent, quand on est atypique, on va se mettre dans un mécanisme de survie parce qu'on cherche des repères. On sent que les autres sont pas nécessairement comme nous, comme on veut, comme tout le monde. Être aimé, se sentir appartenir à un groupe. On va souvent se suradapter. C'est quelque chose que je vais souvent voir, mais que j'ai vécu pratiquement toute ma vie aussi. Et donc, quand je suis arrivée dans le milieu du coaching, j'ai compris aussi qu'on pouvait appartenir à un groupe qui était dans l'ouverture, qui était souvent différent. Il y a beaucoup de coachs qui sont atypiques parce que souvent les atypiques vont aimer poser des questions, aimer faire grandir les autres. Alors, j'ai pris cette décision de passer conseillère stratégique à coach. Pour moi, il y avait un fil conducteur qui était l'influence parce que j'aimais pouvoir influencer, mais avant, je le faisais avec la communication, la publicité, donc une énergie qui était plus vers l'extérieur. Puis maintenant, aujourd'hui, j'aide mes clients à aller plutôt vers l'intérieur pour trouver leur propre réponse, évidemment. C'est quoi exactement un leader atypique? Il n'y a pas une définition de ce qui est un leader atypique. Pour moi, être atypique, c'est être hors norme. Donc, on a la norme, on a les gens qui, eux, veulent sortir un peu du cadre. Ils veulent pas le statu quo. Donc, il y a souvent des mots qu'on va entendre d'une personne, d'un leader qui se considère atypique. Moi, souvent, je vais plutôt aborder ça sous l'angle neuro-atypique. En ce sens-là, on peut même entrer dans l'hypersensibilité. On a 30% de la population qui se considère comme hypersensible. Donc, c'est assez large. Puis d'être hypersensible peut amener une forme d'atypisme. En même temps, il y a d'autres formes qui sont, elles, moins représentées et comme c'est quelque chose qui est invisible, c'est difficile à détecter. Et donc, moi, j'ai été formée et je suis concernée plutôt en lien avec le haut potentiel, la HPI, douance et l'hypersensibilité aussi. Mais au niveau des leaders atypiques, évidemment, on a TDA, TDAH, on a tout ce qui est TSA, toute la famille des 10, dyslexie, dysphasie, etc. Donc, on peut penser que c'est une petite partie de la population, mais si on pense à 5% de la population, c'est dans une salle de 100 personnes, 5 personnes, moi, je trouve que c'est quand même beaucoup. Donc, en fait, le leader atypique, souvent, il va avoir 2 moteurs puissants. Donc, il va avoir son moteur que je peux appeler cognitif intellectuel. Donc, il va avoir beaucoup de choses qui se passent ici. Et il va avoir un moteur plus émotionnel. Donc, c'est les 2 grandes caractéristiques. Et souvent, d'autres caractéristiques plus spécifiques qu'on peut reconnaître chez l'atypique. Il va avoir un grand besoin de sens. Souvent, quand on lui donne une directive, il va pas vouloir le faire tant que ça fait pas de sens. Donc, il a besoin d'une motivation intrinsèque qui est très forte. Aussi, comme il est sensible, il va voir facilement les injustices puis les incohérences. Puis c'est souvent ce qui peut aussi déranger son entourage parce qu'il va pointer vers des éléments que la personne n'a pas nécessairement encore conscientisés. D'où beaucoup de leaders atypiques qui deviennent aussi coach, mais pas que. Donc, il y a aussi le fait d'être très passionné, très engagé, des intérêts un peu hors norme. On peut aussi parler de l'humour. En même temps, c'est pas des caractéristiques qui sont officielles dans un livre. La majorité des experts et des spécialistes vont nommer la majorité de ces grandes caractéristiques-là. Donc, dès qu'on se reconnaît dans une ou plusieurs de ces caractéristiques, souvent, c'est qu'on est un leader atypique qui va être très curieux, un grand besoin d'apprendre, une personne qui est très autodidacte. Donc, c'est tous des signes que peut-être la personne, elle est atypique, en fait. Pourquoi y a-t-il autant d'atypiques dans les postes de direction ou d'entrepreneuriat?
En fait, les leaders atypiques se retrouvent souvent soit dans les postes de direction exécutive, des postes d'influence ou même dans l'entrepreneuriat, puisque souvent, ils ont une grande capacité stratégique, créative, due notamment à une vision systémique. Donc, plutôt que de voir juste pour son département les actions à faire au niveau stratégique, par exemple, ils vont facilement voir tout le système, donc dans l'entreprise. Et c'est souvent quelque chose qui dérange. On se fait souvent dire, en fait, mêle-toi de tes affaires. Puis, des fois, effectivement, l'idée, c'est de se concentrer sur ce que nous, on a à faire, puis de justement voir de quelle façon est-ce qu'on peut influencer quand on voit des éléments pour pas brusquer. D'où l'importance pour les atypiques de vraiment bien comprendre qu'est-ce que c'est la posture d'influence. Souvent, les atypiques aiment pas le fait de devoir avoir un sens politique, d'être stratégique. C'est comme s'il y avait quelque chose de très contre-intuitif, mais c'est important de le garder en tête. Donc, en plus de cette vision stratégique, le leader atypique étant très sensible aussi par rapport à tous ses sens, il va détecter toutes sortes de choses dans son environnement. Ça va lui permettre d'être très créatif, d'être très innovant. On trouve beaucoup d'atypiques justement dans l'innovation parce qu'on s'attend dans cette thématique que le leader puisse être un peu hors norme, penser différemment. Mais dans certaines industries, c'est un peu moins bien vu. Donc, c'est important aussi de bien choisir l'industrie dans laquelle on va se trouver, dépendamment des profils. Et on retrouve beaucoup de leaders atypiques, en fait, dans les milieux artistiques, que ce soit dans la musique, dans le cinéma. Dès qu'il y a une très grande créativité, on peut s'imaginer que beaucoup d'atypiques qui vont s'y retrouver. Donc, c'est très facile pour un leader atypique, je dirais, en développant aussi des qualités de leadership efficaces, de pouvoir guider une équipe avec une belle vision inspirante, puis de les mobiliser, parce que de toute façon, souvent, pour le leader atypique, il aime être au contact des autres, à donner du sens, à faire grandir. Donc, c'est pour ça que les postes de direction, souvent, pour les atypiques, sont tout indiqué. On trouve beaucoup de leaders atypiques dans l'entrepreneuriat parce que souvent, on se sent un peu différent dans le monde corporatif, dans l'entreprise, et donc on va avoir envie de créer ses propres règles et sortir du cadre en créant notre propre entreprise. Et en même temps, c'est important de garder en tête que les défis vont nécessairement nous suivre si on n'essaie pas de les transformer. Quel genre de leaders viennent te voir et savent-ils qu'ils sont atypiques? En fait, les leaders qui viennent me voir sont souvent des personnes en position de leadership. Donc, c'est des cadres, des exécutifs, ça peut être des entrepreneurs, donc des chefs d'entreprise, ou des agents de changement qui sont en position d'avoir de l'influence puis de mobiliser des équipes. Puis ce qui est intéressant, c'est que pas tout le monde qui est au même niveau de connaissance par rapport à leur fonctionnement singulier. Il y a 50% de ma clientèle qui se doutent qu'ils ont un fonctionnement un peu différent. Ils se sont reconnus dans mon message. Et comme souvent, ils ont des enfants qui ont été identifiés à l'école, puisqu'on a de plus en plus d'informations sur la neuroatypie. Et donc, ils apprennent la neuroatypie de leurs enfants et là, ils se disent « Ah, mais en fait, je me reconnais. Les caractéristiques de mon enfant, c'est un peu comment moi je fonctionne aussi. » Alors ça, c'est 50%, disons, de la clientèle et il y en a de plus en plus qui se découvrent adultes. Puis l'important, c'est pas d'avoir des étiquettes, mais c'est vraiment de comprendre son fonctionnement pour le transformer en force. Et ensuite, il y a un 25% de ma clientèle qui, elles, le savent, ont déjà passé des tests, ont été identifiés, et donc, naturellement, ils vont venir vers moi. Et il y a un autre 25% de ma clientèle qui, en fait, ne se reconnaissent pas nécessairement dans les termes de leader atypique. Par contre, ils sont tous très rapides, très intelligents, très compétents et ils rentrent complètement dans la majorité des caractéristiques. Et donc, je travaille avec eux comme je travaille avec les autres. Puis au final, comme l'étiquette, elle n'est pas importante, c'est vraiment d'identifier comment on fonctionne, de s'assurer qu'on se dénature pas dans notre leadership, puis qu'on apprend les outils, les techniques d'influence pour pouvoir donner du sens aussi à ce qu'on fait pour avoir moins de résistance. Donc, c'est un peu le type de clients avec lesquels je travaille au quotidien. Pourquoi ces leaders atypiques atteignent-ils un plafond malgré leur intelligence et leurs compétences? Le leader atypique, quand il plafonne et quand il stagne dans son évolution, c'est certainement pas par manque d'intelligence ou de compétences. Au contraire, quand il est dans son élément, il est hyper curieux, il aime apprendre par lui-même. Souvent, le problème, c'est que son fonctionnement atypique dérange, donc on va lui faire remarquer qu'il est dérangeant et il va tenter de se suradapter, puis sa vraie nature va créer de la friction avec l'environnement. Donc, la problématique, c'est qu'il va tenter de se corriger, changer, se dénaturer, puis il va avoir des résultats dans une certaine mesure, mais un jour, il va le sentir intérieurement qu'il y a quelque chose qui fait pas de sens, qu'il est pas pleinement lui-même, et c'est ce qui va faire en sorte que dans une position de leadership aussi,
on va avoir peut-être un peu plus de difficulté à mobiliser, à inspirer parce que quand on est nous-mêmes, on est authentique, puis on incarne nos valeurs, c'est là qu'on devient inspirant, qu'on inspire la confiance, puis qu'on est en mesure d'amener une équipe plus loin. Pourquoi des méthodes classiques de productivité ou de leadership ne fonctionnent pas sur ces leaders atypiques? Souvent, un leader atypique va avoir un fonctionnement en termes d'énergie qui est un peu différent, puis c'est important de le garder en tête parce que les techniques de gestion du temps traditionnelles ne vont pas fonctionner. Quand on pense à un leader atypique, on pense un peu comme le guépard. Lui, il va fonctionner avec 2 modes complémentaires qui va faire en boucle, en cycle. Donc, le premier, c'est des accélérations fulgurantes parce que, évidemment, le guépard, c'est l'animal qui court le plus vite au monde, mais il va le coupler avec l'intensité du repos. Donc, il va se reposer de façon très intense et s'activer de façon très intense. Et on aurait tout à gagner, en fait, de s'inspirer de son fonctionnement parce que souvent, dans l'entreprise ou ailleurs, on a l'impression que ce qui est important, c'est la constance, c'est la discipline. Et oui, c'est vrai que c'est important, mais le leader atypique, lui, fonctionne différemment, puis c'est important de le garder en tête. De plus en plus, on entend parler dans les entreprises de l'inclusion, de la neurodiversité, puis de s'adapter à des profils atypiques. Donc, on a de plus en plus d'informations, ce qui est très bien. D'autant plus qu'avec les 5 dernières années, après la pandémie, il y a beaucoup plus de télétravail. Donc, beaucoup d'atypiques ont été très heureux de ça, puisqu'ils ont besoin d'être un peu plus isolés pour recharger justement les batteries. Et en même temps, c'est aussi de garder le contact, parce que c'est pas parce qu'il a besoin justement de repos qu'il a pas besoin aussi d'être en contact avec les autres. Il y a des leaders atypiques qui sont introvertis, d'autres qui sont extravertis. Tout le monde a sa personnalité. Donc, il faut tenir ça aussi en compte, comme n'importe quel autre profil. C'est pas juste les profils atypiques. En même temps, lui va avoir besoin d'adapter selon son mode de fonctionnement. Puis c'est là où c'est important de connaître finalement son fonctionnement singulier. Pour un leader atypique, les méthodes de leadership ou de gestion plutôt traditionnelles ne fonctionnent pas non plus puisque, par exemple, il a besoin de beaucoup de sens. Il a besoin d'une motivation qui est fondamentalement très intrinsèque. Donc, souvent, les entreprises qui vont mettre en place des systèmes de récompense ou des pratiques, même si c'est avoir une très bonne intention, ça va pas nécessairement fonctionner avec l'atypique parce que lui, ce qu'il a vraiment besoin, c'est que ce soit aligné avec lui, avec son fonctionnement. Donc, il y a plusieurs entreprises qui vont avoir des pratiques très innovantes, justement. Et dans ces pratiques-là, en fait, le mot-clé pour moi, c'est l'ouverture. Alors, on a beau avoir une très bonne intention avec un atypique, l'important, c'est toujours de les valider puis de poser des questions, en fait. Comment savoir si on a besoin d'un accompagnement spécialisé pour atypique plutôt qu'un coaching traditionnel? Un coaching traditionnel ou un coaching plus classique va souvent se focaliser sur des objectifs, un plan, le déploiement d'un plan ou des techniques un peu plus classiques de gestion du temps, de productivité par exemple, ou de monter en compétences sur des choses très spécifiques. En fait, souvent, l'atypique étant très curieux, il est intelligent, très autonome, il aime apprendre, il a déjà toute l'information. Souvent, quand un atypique va stagner, c'est pas dans le comment, c'est entre autres dans le pourquoi, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va se mettre en action. Et donc, de vraiment bien connaître les caractéristiques de l'atypique va permettre d'avoir un coaching qui est adapté. Souvent, l'atypique va être un peu plus cérébral parce que de toute façon, il aime être stimulé intellectuellement. Donc, il va avoir différentes pratiques qui vont l'aider à aller chercher ses réponses différemment. Donc, rien de très wouhou. Il y a des techniques pour revenir dans le corps, pour aller chercher des réponses peut-être un peu plus intuitives. Et aussi, l'expérience personnelle, elle est grandement appréciée pour pouvoir se faire montrer les angles morts et les vrais accélérateurs. L'idée, c'est vraiment voir, est-ce que je sens que j'ai un fonctionnement peut-être un peu plus singulier? Et si c'est le cas, puis je comprends pas nécessairement ce que ça veut dire et que je veux le transformer en force, d'aller voir quelqu'un, évidemment, qui va comprendre puis qui va pouvoir adapter pour ce fonctionnement-là. Quelle est la différence entre donner des conseils et ta posture de coach? En fait, le leader atypique, comme il a besoin de beaucoup de sens, avoir une posture de coaching avec lui va être très utile puisqu'on pose des questions pour l'aider à aller chercher ses propres réponses. Atypique ou pas, quand on donne des directives ou on impose des choses, c'est jamais agréable. Puis moi, j'ai toujours gardé ça en tête puisque quand j'étais gestionnaire à la tête d'équipe, j'ai bien compris que mon style directif avait ses limites et donc quand je suis devenue coach, j'ai réussi à avoir un coffre à outils qui était vraiment plus grand et surtout beaucoup plus efficace. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que
je vois souvent avec mes clients pour pouvoir les aider à avoir aussi une posture de coaching. Et je les aide aussi avec des conseils, puisque ça peut être des grands accélérateurs. Quand on connaît pas quelque chose, on peut poser 1000 questions. Quand on le sait pas, on le sait pas. Donc, l'important, c'est vraiment d'être capable de juger, en fait. Comme le leader atypique, parfois, va se suradapter, ça va faire en sorte qu'il va chercher des conseils, il va chercher une approbation. Et c'est pas toujours utile, puisque l'idéal, c'est de l'avoir pour soi-même. Donc, moi, comment je suis en mesure de me reconnaître, de m'accepter, de vraiment m'assurer que j'ai confiance en mes propres capacités. Et donc, quand on me pose des questions, je suis en mesure d'y répondre. Donc, de faire attention à cette fine ligne entre est-ce que mon client, finalement, vient chercher une approbation et donc me demande des conseils, ou est-ce qu'il le sait et s'il l'assumait pleinement, il pourrait répondre aux questions. Quels sont les leviers les plus puissants pour transformer un fonctionnement atypique en force stratégique? Évidemment, tous les leaders atypiques sont différents, donc dépendamment de la situation puis du fonctionnement singulier, on va adapter. En même temps, j'ai créé une vidéo sur les 5 freins invisibles des leaders atypiques. Si jamais les gens veulent avoir le lien, simplement, je vais le mettre dans les commentaires ou m'écrire tout simplement. Mais souvent, il y a 3 grands leviers sur lesquels on peut travailler pour le leader atypique. Le premier levier, c'est d'être capable de canaliser son énergie. Puisqu'il fonctionne un peu comme un guépard, c'est-à-dire des moments de repos intense et des moments aussi d'accélération intense, mais l'idée, c'est de pouvoir adapter son environnement, changer ses routines. Quand on pense à la haute performance, c'est un sujet qui revient souvent pour être capable de bien gérer son énergie. Un levier avec lequel on peut aussi travailler avec un leader atypique, c'est au niveau de sa vision. Il va souvent avoir une vision stratégique et systémique, ce qui amène à avoir beaucoup de projets, beaucoup d'idées. L'idée, c'est pas de toutes les activer en même temps, mais de prioriser. C'est vraiment de voir toutes ces grandes idées et cette ambition comme étant un GPS, comme étant une direction et non pas un idéal à atteindre, et de vraiment bien prioriser aujourd'hui pour soi, pour son bien-être, mais aussi pour son leadership, parce que de donner trop d'éléments et d'avoir la difficulté à prioriser pour son équipe, ben, ça peut devenir très épuisant et ça se fait vite ressentir quand on est très exigeant avec l'équipe. Donc, un autre levier qu'on peut travailler avec un leader atypique, c'est au niveau de sa communication et de son authenticité. Souvent, le leader atypique va avoir des valeurs de cohérence, d'authenticité, d'intégrité, de vérité. Malheureusement, il va se mélanger avec l'authenticité radicale, c'est-à-dire être transparent et honnête en tout temps, à tout moment, avec tout le monde. Et l'idée, c'est de l'amener à être beaucoup plus stratégique. Souvent, mes clients aiment pas être dans ce sens politique qu'on retrouve dans les entreprises. C'est d'ailleurs une des grandes raisons pourquoi les atypiques vont aller en entrepreneuriat. Et donc, c'est important de garder en tête que dire les choses juste au bon moment avec les bonnes personnes, c'est hyper important. Ça vient préserver notre énergie, celle des autres. L'idée, c'est pas d'imposer sa vérité à tout moment, puis de trop brusquer, parce qu'au contraire, ça va créer énormément de résistance. Quel est l'impact concret que tu observes chez tes clients quand ils débloquent leurs freins invisibles? Donc, le leader atypique a souvent 2 grands moteurs. Son moteur plutôt d'intensité cognitive, intellectuelle, et un moteur plutôt émotionnel assez fort. Donc, évidemment, quand on travaille sur des leviers très spécifiques sur leur fonctionnement singulier, ça va avoir des impacts sur ces 2 éléments-là. Donc, beaucoup plus d'apaisement, de légèreté. Il y a quelque chose qui se libère en étant en connaissance de son fonctionnement, dans l'acceptation aussi, et dans l'adaptation de son environnement, de ses stratégies, de ses communications. Et ça apporte aussi beaucoup de clarté. Donc, il y a un apaisement aussi au niveau du mental. Tout devient beaucoup plus simple. Quand on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, ça devient beaucoup plus facile quand on a un apaisement et une compréhension de son fonctionnement pour pouvoir prendre des décisions. Et à ce moment-là, comme le leader atypique souvent va avancer assez rapidement quand il sait pourquoi il fait les choses, il va rapidement aller chercher les informations. Souvent, ça prend quelques déclics pour avoir une transformation qui est rapide et qui est très profonde aussi. Un grand impact aussi pour le leader atypique de travailler sur son fonctionnement singulier puis de le transformer, c'est dans son leadership évidemment, puisqu'il arrête de devoir se sentir comme s'il était trop, de se dénaturer puis de se suradapter. En fait, il devient rayonnant, inspirant. Ça devient beaucoup plus facile aussi pour lui de s'exprimer, de reconnaître ses besoins, de mettre ses limites. Donc, il y a une profonde transformation aussi dans sa connexion à soi, mais aussi à l'autre pour pouvoir amener l'équipe vers une direction commune, puisque quand on a des grandes ambitions, ben,
il n'y a rien de très grand qu'on peut accomplir seul, d'où l'importance de travailler sur sa capacité d'influence. Puis ça commence par soi, par la confiance qu'on dégage. Puis à ce moment-là, il y a comme un magnétisme qui nous permet de pouvoir avoir des résultats qui sont durables pour les autres, puis pour soi. As-tu un exemple marquant d'une transformation client? J'ai été super impressionnée d'une transformation d'un de mes clients qui est venu vers moi. Très belle entreprise, très belle mission. En même temps, lui, il voulait atteindre des nouveaux objectifs, mais il savait pas quoi viser, comment viser. Puis ce qui était intéressant, c'est qu'il avait déjà travaillé avec 2 coachs d'affaires. Donc, à un moment, on se pose la question si c'est nous le problème. Mais en travaillant, on a découvert que pour lui, qu'est-ce que ça voulait dire son fonctionnement singulier? Des éléments très simples qu'il avait pas nécessairement identifiés, qu'on a pu transformer en force. Puis après plusieurs mois, on a travaillé sur divers mandats ensemble. Il a réussi à quadrupler ses objectifs d'affaires sans quadrupler ses efforts. C'est une fun de voir un leader atypique qui rayonne comme ça de par sa différence puis de sa façon de vouloir transformer le monde du travail aussi. Si tu devais donner un conseil à un leader atypique qui nous écoute, ce serait lequel? Si j'avais un conseil à donner à un leader atypique, ce serait déjà de commencer à être dans l'acceptation de soi. Ça paraît très simple, mais ça reste un moteur important. Quand on pense qu'on est trop, puis surtout quand on se fait dire par d'autres qu'on est dérangeant, bien évidemment, c'est plus difficile d'avancer, d'être soi-même. Donc, d'apprendre à connaître son fonctionnement singulier, de l'accepter, va vraiment permettre, au lieu de se suradapter, de s'adapter. Et comme ça, on est en mesure d'entrer en contact avec l'autre d'une façon qui est beaucoup plus agréable. Et de s'entourer des personnes aussi qui sont similaires et semblables pour se redonner de l'énergie, parce que souvent, le leader atypique va se retrouver plus isolé. Il va avoir l'impression qu'il est seul, mais en fin de compte, quand on reconnaît notre fonctionnement, on s'aperçoit qu'il y en a finalement plus qu'on pense. Donc, c'est important de s'assurer de se connaître et d'aller vers les autres qui ont un fonctionnement similaire, ce qui ne nous empêche pas, évidemment, de travailler et de collaborer avec toutes sortes de profils. Au contraire, ça fait une super richesse dans le monde du travail.